Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up. Tous les shows de la WWE. Bienvenue pour la review du monde merveilleux du show bleu, même si cette review cette année est un peu particulière puisque ce SmackDown était enregistré et passé donc le 31 décembre au soir et il était en fait consacré, c'était un top 10 moments choisi par la WWE qui nous est présenté par Michael Cole, Pat McAfee et en guest tout simplement la championne de SmackDown, Becky Lynch. On va parler de tout ça. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué que dit, je suis votre chasseuse des podcasts, je suis votre tonton Chris, tonton Ketchup, oui, pour analyser, décortiquer un top 10, on va dire que ça va être assez facile puisqu'on va reparler de moments qui se sont passés dans l'année, mais surtout mon tag team partner of the day, il a une énorme importance puisque surtout restez jusqu'au bout de la review puisque nous allons tout simplement vous balancer les pronos de WWE Day One. Donc pour encenser ou mettre en PLS ce top 10 moments de SmackDown, laissez-moi vous introduire mon tag team partner gériatrique of the day, l'inamovible, l'insubmersible Papy. Salut Papy. Bonjour mes enfants, bonjour tonton, comment ça va? Ça va et toi? Bah bonne année à toi mon bon papy, hein. On se souhaite bonne année parce que à l'heure où on enregistre, nous avons basculé dans 2022. Donc laisse-moi te souhaiter une bonne année pleine de catch et puis plein de bisous et de cordes à linge dans la face. Mais oui, mais à toi aussi, meilleur vieux, tonton, meilleur vieux. Meilleur vieux, exactement. Ce sera le mot d'ordre de cette review de ce Friday Night SmackDown du 31 décembre 2021 que nous enregistrons donc le 1er janvier 2022. Alors, comme je vous l'ai expliqué, hein, ça va se passer. C'est tout simplement un enregistrement studio. Il y a un beau set là pour Pat McAfee, Michael Cole, qui a sorti le beau costard. Pat McAfee, on va pas appeler ça un costard, mais une espèce de un short avec une belle veste noire et un gilet très saillant avec quelques colliers un peu hip-hop. Et puis Becky Lynch qui va donc être l'invitée tout au long de cette heure et demie, qui va donc vanner, alors qui va être complètement du côté de Pat McAfee. Hein, et ils vont passer leur temps à trash-talker notre ami Michael Cole, à le vanner dans tous les sens. Becky aura quelques petits moments assez sympas. Et donc la WWE a choisi un top 10. Alors je sais pas trop, je vous avoue, je me suis même pas renseigné vraiment. Est-ce que c'était un top 10 suite à des sondages faits par la WWE comme elle le fait régulièrement sur Twitter par exemple? Est-ce que c'est un choix totalement arbitraire de la part de la WWE? Je ne sais pas. Bref, ils ont fait un classement et ce classement, on va le découvrir ensemble. Mon papy, es-tu prêt pour ce top 10 of the year? Allons-y, allons-y. Allez, ça commence. Et ben écoute, ils ont choisi les Air Cabro tout simplement face à Edge Styles et Omos. Alors, je vous précise tout de suite, peuple de catch-up, en fait, ça va pas être un SmackDown, puisque d'ailleurs, il ne va même pas être comptabilisé comme un SmackDown, ce qui en fait quelque chose d'historique, puisque ça doit être assez rare que SmackDown soit interrompu comme ça. Ça a peut-être arrivé au moment du 11 septembre 2001, et encore, j'en suis même pas sûr. Donc en fait, c'est présenté comme un special event, et c'est pour ça donc qu'il n'est pas comptabilisé comme un épisode, et tout simplement parce que le top 10 ne va pas être un top 10 du monde merveilleux du show bleu, mais bien de à peu près tout ce qui s'est passé, que ça soit à WrestleMania, à SummerSlam, à Raw, à SmackDown, bref, il y a un peu de tout. On nous a mis un mix, un melting pot de catch, et ça c'est plutôt sympa. Alors on va parler là-dessus, Papy, pour commencer si tu veux bien. Moi j'ai absolument rien contre ce genre de truc. Je trouve que le 31 décembre, machin, ça tombe, le hasard du calendrier. C'est bien que les workers puissent se reposer, profiter de leur nouvel an en famille. Nous on revoit des trucs, c'est en plus pour nous les chroniqueurs c'est bien parce que ça nous remet dans le bain en vue de l'émission des awards. Donc moi je j'ai pas du tout de souci avec le fait qu'il y ait une interruption comme ça et un top moment. Non, mais surtout qu'en plus, ils avaient dû, ils ont eu le 24 aussi qu'ils ont dû faire à l'avance, puisque forcément le 24 et le 31 ça tombe tout dans les mêmes jours. Et donc du coup, ils se sont chopés le 24 et le 31 à devoir gérer côté SmackDown. Le 24, ils ont réussi à faire une émission à l'avance. Bah là, le 31, il laisse filer avec un espèce de best-of, sachant qu'en plus le lendemain on se tape un pay-per-view, donc il y a pas péril en la demeure, il y a pas de drame. Complètement, ouais. Donc je trouve que c'est bien fait. Et puis alors, autre chose,
pour continuer là-dessus. Moi, ce qui me satisfaisait, c'est que je sais que la WWE, elle a le savoir-faire sur ce genre d'émission, au niveau du cut, au niveau du montage, enfin bref, à tous les niveaux là-dessus. Et je m'inquiète pas, je me suis fait un plaisir en 2021 justement en prévision des awards, puisque je me suis regardé le WWE Best of 2021 qui dure 3h30, où on a pareil une sélection de matchs de 2021, etc. Et tout ce qui est les packages vidéo, etc. C'est assez extraordinaire. Ils ont vraiment le savoir-faire et c'est toujours un plaisir. Donc du coup, on s'attend à une émission qui va être rythmée et ça va être le cas. Tout va s'enchaîner avec en plus des packages vidéo consacrés sur des petits moments comme ça de 2021 ou consacrés à des catcheurs, quelques rappels, etc. Ça parsèmera tout ce SmackDown. Donc du coup on commence avec le top 10, RK Bro versus Edge Styles et Omos pour les Raw Tag Team Championship à SummerSlam en 2021. Une victoire des RK Bro sous une pop stratosphérique. Quel souvenir, mon bon papy, tout simplement, as-tu de ce tag team match? Aucun. Ah, Voilà. d'accord. C'est cadeau. Tu te rappelles quand même que ça commence fort. Tu te rappelles quand même que les RK Bro, c'était le moment au mois d'août, là, à SummerSlam, la prise de titre des RK Bro. On est au 1er janvier 2022 et ce règne tient toujours. Et oui, toujours, il tient toujours et plus que jamais, j'ai envie de dire, parce que à une époque, je me souviens, alors, attends, mes souvenirs me reviennent, ça y est. Ah, À l'époque, on se posait la question ah, de se dire, les est-ce que c'est pas le médicaments. moment Prends tes médicaments. et voilà, Alzheimer je vainc Alzheimer. Est-ce que c'était le moment où on se demandait si, est-ce que c'était pas le moment pour faire casser les RK Bros de mémoire? Il y avait pas mal de gens qui se disaient ça en disant, bah tiens, ils vont perdre contre Giselle et Homo, c'est comme Oui, ça, oui, 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 4-4, ça oui. va Tout à casser fait. et ils vont démarrer leur storyline qui va culminer à WrestleMania. Eh ben, point du tout, mon brave. C'est plutôt le début d'une belle histoire et qui cartonne toujours parce qu'actuellement, euh, c'est très régulièrement la partie Arcabro qui est finalement le centre d'intérêt des Monday Night Raw. Donc loin de casser. Tout à fait, très, très loin de casser. Moi, j'en avais un très bon souvenir de ce match. Donc, c'était rafraîchissant. Bon, le match a été bien taillé, hein, bien coupé, mais clairement, il y avait vraiment une super belle ambiance. Hein, ça faisait plaisir, hein, ce WrestleMania avec du public et tout. Donc, on était vraiment à fond dedans. Donc, moi, j'en ai gardé un très bon souvenir. Je trouve que tout ce qui s'est passé les mois suivants a été assez fantastique avec les RK Bros et que c'est une des belles réussites de l'année 2021. Allez, dans le numéro 9, eh ben, écoute, c'est dans le cadre de la feud Kevin Owens versus Sami Zayn à WrestleMania 37. Alors c'est présenté en fait surtout sur le fait que Kevin Owens va passer un stunner à Logan Paul. Alors, est-ce que tu as des souvenirs de cette feud et Logan Paul? Je crois à l'époque quand même qu'on espérait tous que KO allait un peu casser la gueule aux jeunes arrogants youtubeurs. Ouais, ben c'était ça l'histoire. La feud, c'était que Zayn essayait de faire celle que Logan Paul était son pote, mais Logan Paul envoyé un peu bouler, parce qu'il se disait, bah tiens, comme ça, Zayn c'est le heel, KO c'est le face, et puis avec Logan Paul, et bah du coup, ils vont être copains et tout. Sauf que Logan Paul, c'est un mec qui est pas du tout supporté par le public. Et donc, même s'il n'était pas copain avec Sami Zayn, et ben, c'est pas pour autant que le public avait envie de le soutenir. Et donc j'ai eu deux souvenirs, c'est que d'une part le match était plutôt bon, même si bon bah c'était vraiment un match qui semblait venu pour un peu remplir la carte de WrestleMania parce qu'il n'y aura pas une grande rivalité entre les personnages, du moins sur cette année 2021. Et par contre qu'ils ont eu la très bonne idée finalement de se dire Logan Paul, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de le voir se faire casser la figure par KO et puis bah c'est ce qu'on a eu. Ouais, c'est exactement ça, ouais, c'est exactement ce qu'on attendait et là la WWE sait nous le donner et revoir le combat entre Kevin et Sami, c'était vraiment super fun, hein. Vraiment ça s'est bien envoyé. Moi la petite déception que j'avais en fait c'est ce qui se passe sur la fin parce que vraiment Sami Zayn quitte le ring en colère et il se passe rien spécial avec lui et c'est tellement attendu, tellement énorme en fait que Kevin Owens va placer son stunner de toute façon parce que lui il reste là un peu statique, un peu ouais, voilà, c'est tellement téléphoné que ça en perd un peu de spontanéité
Et finalement, presque j'aurais aimé que Sami Zayn vienne pour vraiment casser la gueule ensemble à Logan Paul. Mais globalement, c'était pas mal. C'est surtout la rivalité au cours des weekly avait été assez sympa. Et un match qu'on attend toujours parce que nos deux Québécois favoris sont toujours énormes dans le ring. Donc voilà. D'ailleurs, on a lancé un appel, la team Catch-Up sur Twitter, à Kevin Owens et à Sami Zayn. Si vous nous écoutez, si vous êtes sur les ondes de Catch-Up, les amis, on vous attend à You Talk Too Much. Wouh! Allez, on passe Et au on numéro 8, mon continue. papy. Ah, là, c'était un match Bobby Lashley versus Goldberg, SummerSlam 2021. Ah, mon papy, on parlait d'anciens. Alors là, on est en plein dans le vétéran. Là, on est avec un Goldberg à 55 ans, je crois, face à un Bobby Lashley à 44 ans. L'un des 4 matchs de contrat de l'année de Goldberg, enfin de son dernier contrat. Apparemment, il lui reste un match en contrat à Goldberg. Et il a dit qu'il avait une épaule qui était en vrac et que de toute façon, ça ne pouvait être que le dernier. Donc, qu'est-ce que t'en penses, mon papy, de tout ça? C'était celui de SummerSlam, tu me dis? Ouais, c'est celui de SummerSlam. Mais il était affreux de mémoire, non? C'est pas celui où Goldberg fait style qu'il est blessé, puis ça dure Ah, c'est 30 secondes, celui-là, donc ouais. ça Ah, finit c'est par une celui-là. disqualification, non? Ah ouais, j'avais un doute si c'était celui-là, justement. Bah, Bah, attends, je justement, vérifie. Du coup, je vérifie dans mes notes. SummerSlam. Il était affreux. Voilà, il était affreux. Et ben, c'est un très mauvais choix. Très mauvais choix dans la top 10. Bah, c'est là où on voit que la WWE fait ses top 10 avec ses pieds. Parce qu'on avait un plutôt acceptable, voire bon Bobby Lashley, Goldberg à Crown Jewel, qui était bien plus sympa là, tu sais, qui se finit là sur la rampe avec le spear là qui fait voler Lashley. Et par contre, celui de SummerSlam était affreux. Je pense qu'on en reparlera dans les awards de l'année, mais pas dans Mais le bon ouais, sens. Ah ouais, tu fais bien d'en parler pour les awards de l'année parce que ouais, j'avais oublié ce match, à quel point ce match était horrible. Et là, tout me revient là. Ah, il était Et affreux. je me demande même si je l'aurais pas un petit peu oublié dans les awards. Mais il faudra que je vérifie. Je sais plus parce que je crois que j'ai mis vraiment des matchs qui étaient assez horribles quand même, quoi. Donc je pense que ça doit être assez gratiné déjà cette année dans cette catégorie du flop des matchs à la WWE. Bref, voilà, c'était le numéro 8 de ce SmackDown. Le numéro 7, cette fois, c'est une triple frite, c'est une triple menace. C'est le Charlotte versus Nikki versus Rhea pour gagner le championnat féminin de Raw à SummerSlam également. Ouais, il y a eu vraiment SummerSlam, il y a eu plusieurs fois en fait, effectivement. Et donc là, victoire de Charlotte Flair avec une Nikki Ash qui était la championne. Elle aura droit à un beau package vidéo sur son cash-in, son Money in the Bank match où elle gagne, puis ensuite son cash-in, puis un petit peu son règne, puis derrière ce match qui sonnera le glas du titre de Nikki Ash puisque Charlotte Flair, number 12, récupère le titre de championne. Mon papy, souvenir de ce triple menace? Il était mieux qu'attendu parce que c'était une rivalité qui était vraiment assez affreuse. Hein. Beau, tu parlais du cash-in de Nikki Cross qui est devenu Nikki ASH, qui pour moi fait partie des mauvaises idées de l'année. Hein. Tiens, d'ailleurs, ça fait penser, faudra peut-être que je le rajoute dans mes flops de l'année. On verra. Le match en lui-même, par contre, était plutôt une bonne surprise parce qu'il était plutôt assez réussi. J'ai souvenir. Pas non plus foufou, hein. Ça restera comme une période qui était assez pauvre en catch féminin, mais qui était quand même plutôt honnête. Moi, j'attendais bien pire en fait, donc j'avais été plutôt agréablement surpris. Ouais, moi aussi, ouais. J'attendais aussi quelque chose de peut-être un peu plus faiblard et finalement c'était plutôt pas mal. Et puis moi, je sais qu'elle est à ce moment-là, la victoire de Charlotte, moi j'étais plutôt au pour. Donc, Bah oui, ouais, t'es moi frais là. j'allais pas me plaindre de ça. Donc du coup, c'était plutôt pas mal. Allez, le numéro 6. Ah, le numéro 6, alors là, c'est sur un retour à WrestleMania 37 avec la fameuse feud qui a vu le Miz et John Morrison, désormais expatriés de la WWE, face à Bad Bunny et Damian Priest. Alors c'était cool hein, parce qu'on revit un peu la rivalité, mais surtout on revit un peu toute l'entrée là énorme avec le camion gigantesque qui rentre dans le stade de Tampa Bay, Damian Priest qui est sur le haut du turnbuckle là en train d'attendre avec la musique qui démarre au taquet et tout ça quoi. Et vraiment la grosse ambiance pendant le match avec le fameux crossbody du haut du turnbuckle de Bad Bunny. J'avais oublié aussi à quel point il avait bien scellé alors qu'il se fait bien attaquer par le Miz et Morrison quand même quoi, qui font malgré tout un bon match. Mais bon, la victoire des Babyface, la victoire de la top star de l'année de WrestleMania 37, en l'occurrence, Bad Bunny, Bad Papi. Yes, bah effectivement
un peu comme le match précédent, finalement une bonne surprise. On pouvait craindre le pire avec un guest dont on ne sait absolument pas ce qu'il serait capable de faire ou pas. Surtout que quelques semaines avant, dans une autre compagnie, on avait pu voir un affreux frog splash de comment il s'appelle, là, Snoop Doggy Dogg là. C'est quoi son nouveau nom? Snoop Dogg. Ouais, bah moi je connais pas les nouveaux noms des rappeurs. Snoop Dogg, ouais, ouais. Snoop Dogg, voilà. Puis voilà quoi. Le Bad Bunny s'en est plutôt bien sorti, même très très honorablement. Le match était sympa à suivre. C'est pareil, ça sera pas dans les matchs de l'année. Par contre, bah, c'est un ouf de soulagement de voir que ce match est réussi, vu la crainte qu'on a vue par rapport au build. Ouais, exactement. Ouais, 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 ouais. Vraiment, ça avait été une belle surprise, hein, parce que je crois que le lundi, le Go Home Show de WrestleMania, à Catch Up, on titrait Bad Bunny. Non, où c'était Bunny Be Bad, quelque chose comme Oui, ça. un truc comme ça, ça te parle ça. Je crois que c'était Bunny Be Bad, il me semble. Et parce qu'on était un peu inquiet sur l'avenir du match en lui-même. Et finalement, ça aurait été une des belles surprises de ce WrestleMania, puisque vraiment le mec totalement impliqué, un Damian Priest en très bon partenaire pour le guider. Et ça avait donné un match d'entertainment. Et c'était bien ce qui était demandé. Et c'était très bien comme ça. Donc écoute, moi j'avais été totalement adhéré à ce match-là. Allez, ensuite derrière, peut-être, qui sait, dans les awards de catch-up, l'une des feuds de l'année, Edge versus Seth Rollins. Donc là, on aura le droit au match Hell in a Cell à Crown Jewel. On va avoir des larges pans, hein, du match entre Edge et Seth Rollins. Un gros récap sur leur rivalité de 2021, qui pareil fait partie des plus grosses rivalités de l'année. Donc là, SmackDown met les petits plats dans les grands, et ça nous envoie du lourd. Et ce match à Crown Jewel que moi j'avais beaucoup aimé. Mais après, on va dire que tous les matchs de la rivalité ont quand même été globalement une réussite. Donc, Papy, est-ce que tu me rejoins sur cette analyse de la fameuse Edge versus Rollins? Ouais, plutôt avec une selle qui était pour une fois une stipulation qui n'était pas forcée, qui tombait bien. Alors, même si on en a eu beaucoup trop à mon goût des une selle cette année, parce que je crois qu'en 2020, alors c'est sur, oui, si en un an, on a dû avoir 8 Hell in a Cell, enfin un truc assez monstrueux quoi. Puis ils en mettaient 3 par pay-per-view, plus un la veille, plus un le lendemain. Enfin, c'était trop. Par contre, ce match-là était sympa à suivre. Je reprends mes notes un peu là parce que ça remonte un petit peu ces trucs-là, mais je crois que c'était finalement à mes yeux le meilleur match de leur rivalité entre Seth et Edge. Et donc une bonne clôture parce que c'est là-dessus qu'ils arrêtent de mémoire. Ensuite ils partent sur autre chose. Et donc une bonne manière de clore la rivalité. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment une belle manière de clore la rivalité. Ça a été assez extraordinaire tout au long de l'année. Vraiment, les deux mecs ont délivré la marchandise, nous ont fait plaisir weekly après weekly, pay-per-view après pay-per-view. On revoit entre autres les images de Seth Rollins qui s'introduit chez la famille Copeland. Et moi, je trouve toute cette scène assez formidable, en particulier quand il arrive dans le living room avec la cheminée et qu'il y a le portrait de toute la famille Copeland et que lui, il s'installe en train de manger et tout, tranquille dans le fauteuil de Edge. J'ai trouvé ça assez génial. C'était assez old school en même temps, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc voilà, on va en parler longuement, je pense, pour les awards de catch-up. Restez en ligne, stay tuned. Allez, numéro 4, Bianca Belair versus Sasha Banks pour le championnat féminin de SmackDown à WrestleMania 37. En fait, Raw et SmackDown, il n'y en a quasiment pas. Je crois que finalement, il n'y aura qu'un match à Monday Night Raw. Et pas de match à SmackDown. Ouais, voilà, c'était ça. Là, vraiment, on était plutôt dans un top quasiment pay-per-view, quoi. Donc là, Bianca Belair, Sasha Banks, papy, un des gros moments, un main event. La première fois qu'il y a un main event féminin avec deux noires américaines, deux noires afro-américaines dans le ring. Sasha Banks versus Bianca Belair, EST versus The Boss. Papy, tes souvenirs sont-ils intenses? Oui, ben c'est très intense. J'ai deux souvenirs en fait. J'ai souvenir qu'on avait détesté la road vers ce match-là parce que la C'est rivalité vrai. entre les deux était pas terrible. Il y avait toute une histoire. Ils étaient en tag team à deux. C'était affreux. Quand j'ai refait, moi, voulu préparer mes awards, j'ai remarqué à quel point ils avaient fait une tag team vraiment pas belle. Euh, et le match en lui-même, bah voilà, ça sera un peu
le mot d'ordre finalement de cette soirée best-of et qui finalement sera peut-être un peu le mot d'ordre de l'année de WWE, c'est que malgré des constructions pourries, bah, ils arrivent encore à faire des grands matchs au pay-per-view. Et celui-là en faisait partie. Probablement qu'il apparaîtra aux Awards d'une façon ou d'une autre, je pense. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est des grands spectacles. La place de main event, pour moi, c'était le meilleur match sans trop de soucis de la WrestleMania nuit 1. Et puis voilà quoi, c'était vraiment très très sympa et puis les filles elles ont assuré. Et puis je pense que c'est à ce moment-là, moi personnellement, que je me suis dit, eh ben, Bianca, elle est au niveau là. Ça y est. Jusque-là, elle avait été un peu en rivalité avec Bayley notamment, où c'était pas mal. Mais bon, on l'avait jamais vu tester en main event. Et puis là, tu la testes et boum, directement, ça explose à la face du monde. Et puis là, je me suis dit, ah, ça y est, là ils tiennent quelque chose. Ah ouais. Enfin, moi, j'étais personnellement convaincu par Bianca Belair déjà, mais très franchement, ouais, un grand match, surtout revoir un peu l'entrée des deux femmes, tout le moment sur le ring entre l'annonce du match, vraiment l'attitude de Sasha Banks et de Bianca Belair qui sont toutes les deux au bord des larmes, mais en même temps, on sent qu'elles sont dynamiques, qu'elles sont prêtes à en découdre et tout ça. Il y a un espèce de mélange comme ça. Et vraiment, le match est énorme. Le match est énorme, hein. Sasha Banks termine avec une estafilade sur les côtes assez impressionnante. On voit Bianca Belair à mi-combat, elle se retrouve avec deux bleus sur l'arrière des omoplates là, suite à des coups portés par Sasha Banks. Vraiment, enfin les nanas donnent à fond quoi, à fond de chez fond, et clairement à fond de cinquième tout le temps. Et franchement, c'est assez génialissime. Donc vraiment un grand souvenir de ce combat. Enfin, mon combat, en tout cas féminin préféré de l'année. Y a pas photo. Vraiment, toute fédération confondue, j'ai envie de dire. Mais vraiment, moi, j'ai trouvé en tout cas un très grand match, quoi, avec un feel good moment pour terminer tout ça. On revoit la famille de Bianca Belair qui est en pétage de câble total. Il y a même, je pense, je sais pas si c'est le frangin ou quoi, etc., qui veut passer par-dessus la barrière d'insécurité, quoi. Et il y a un mec qui arrive et, mais pas méchant et tout, hein, qui lui fait, reste ton câble. Et donc, du coup, le mec, il se met à sauter sur place et tout. C'est un truc de fou. Et il y a Montesport qui rejoint, etc. Et pareil, qui est comme un dingue. Enfin, vraiment un grand moment de WrestleMania 37. Et je crois qu'on avait été assez dithyrambique, mon papy, pendant la review de l'époque. Vous pouvez aller la chercher en ligne. Elle est là, elle est toujours disponible. Ouais, Bon, et dernière chose, quand même, c'était oui, vas-y. effectivement, je sais que c'est quelque chose de marquant. Tu fais bien de le dire, c'est les deux filles qui sont limite en pleurs au début du match, quoi. C'est quand même quelque chose qui était marquant, quoi, de voir Bianca qui était totalement au bord d'exploser en termes de pression, tout ça. Tu disais, elle va jamais tenir. Puis t'as Sacha qui essaie de la calmer tout en essayant de garder son personnage. C'était assez impressionnant, quoi. Ouais, c'était assez fantastique, ouais. Je confirme. Allez, on arrive dans notre top 3, dans notre podium. Et alors là, notre podium va créer un incident diplomatique. Puisque le top 3, mesdames et messieurs, peuple de catch-up, c'est tout simplement Becky Lynch versus Bianca Belair. Et ça va pas du tout, mais alors du tout plaire à Becky Lynch, puisque malgré qu'elle rentre quand même dans le top 3, ou dans le cadre de SummerSlam, ou dans le match pour le titre féminin de SmackDown, et donc là, pour Becky Lynch, incident diplomatique. Comment ça, elle n'est pas la number one? Comment ça? Comment ça? Becky Lynch, la troisième place, elle en veut pas, elle. C'est impossible. C'est inenvisageable, mes amis. Bon, bref, ça va s'arranger, hein, finalement. Et puis, on va avoir droit au match. Alors, mon papy, pareil, quoi. Est-ce que tu te souviens un peu? Parce que le contexte, parce que là, pour le coup, c'est un des dans le top 10 moments, mais c'est un moment assez particulier, puisque le match est censé être, à SummerSlam, l'affiche est censée être Bianca Belair versus Carmella. Alors c'est censé être Bianca Belair versus Sacha. Sacha est absente. Il désigne Carmella pour Sacha remplacer est absente, Sacha. ouais. Et Becky, t'as tout le public qui est deg, quoi, en fait, de voir Carmella à la place de Sacha. Et donc, du coup, Becky arrive forcément, grosse pop, elle défonce Carmella. Et puis après, bah, en 10 secondes, elle bat Bianca avec son nouveau finisher, là, le men's, comment ça s'appelle ça? Le rock bottom, je sais plus comment ça s'appelle, comment elle l'a Euh, renommé.
Ouais, enfin l'Uranagi, en fait, voilà, l'Uranagi, je sais plus le nom, je me souviens plus. Le Big Time. Le Ben quelque chose, hein, ou je sais pas quoi. Bon, bref. Ah, fact-checking, peuple de ketchup, on a perdu le Allez, nom. ça y est, c'est les bulles de champagne, ça nous fait tout oublier. Euh, et, et ouais, voilà, donc rien de plus à dire, si ce n'est que sur le coup, tu dis, oh, merde, j'espère qu'ils n'ont pas fait revenir Becky qui n'est pas prête. Et on se rendra compte dans les semaines suivantes qu'en fait, bah, elle est plus que prête, Becky, parce qu'elle va nous faire une très très belle fin d'année. Oui, c'est clair, parce que ça se passe donc au mois d'août. Voilà. Alors après, un petit peu le drama, c'est les fameuses 26 secondes hein, qui sont restées dans la gorge de beaucoup. Peut-être un peu dans la gorge d'ailleurs de Bianca Belair aussi. Mais au final, ça avait été un des gros shock moments de ce SummerSlam. Et clairement, ça avait été. Elle repart avec le titre et depuis, on est au 1er janvier 2022 et elle va défendre son titre face à Liv Morgan. Mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera tout à l'heure. Allez, la médaille d'argent, le numéro 2, c'est tout simplement Biggie versus Bobby Lashley pour le championnat de la WWE à Monday Night Raw, le seul segment qui se passera à Monday Night Raw. Tout simplement, c'est le cash-in, le cash-in de Biggie sur Bobby Lashley. Grosse année pour Biggie aussi, hein, puisque quand même, vainqueur du Money in the Bank, cash-in victorieux, mon papy, et aux dépens et au nez et à la barbe de notre ami Bobby Lashley. Elle, pauvre Bobby, année qui commence un peu cas à cas avec Biggie, vu que il démarre en perdant de mémoire à WrestleMania contre Apollo Crews, euh, avec notamment l'intervention de comment il s'appelle là, de Commander Aziz. Ensuite, effectivement, il se refait un peu la cerise en gagnant la mallette, avec un gros soutien du public. Je me souviens, le public avait bien popé parce qu'en plus de mémoire, c'était le pay-per-view de retour du public, Money in the Bank. Et derrière le cash-in annoncé pendant tout le show, en disant à Bobby, attention, prépare-toi, j'ai caché. Et de mémoire, ça se finit avec Lashley qui est en main event contre Orton, si je dis pas de bêtises. Et puis la classique quoi, il gagne le match, mais il doit se prendre RKO quand même, et derrière cash-in et c'est terminé pour le Bobby. C'est un peu ça, comme ça que ça s'est passé, non? C'était ça, ouais, c'était ça, ouais. Ouais, écoute, moi j'avais trouvé que tout ça c'était bien orchestré. J'avais pas eu pas de soucis. Hein. Biggie là, il en est je crois 200 jours de règne, je crois quelque chose comme ça maintenant quoi. Et ça, il a plutôt bien avancé. Et puis écoute, Bobby Lashley, il est en train de revenir là, il est en train de revenir très très fort. On va voir ce que ça va donner cette nuit. Mais on l'a senti un peu en mode rouleau compresseur là ces derniers temps depuis son retour sur Raw. Et ouais, je sens que ça va être encore une grosse année de Bobby Lashley en 2022, non? Bobby Lashley revient et Biggie, je pense qu'on est nombreux à se dire qu'il a toujours un petit peu le mal à décoller. Donc, espérons qu'il finisse par briser un peu le plafond de verre, Biggie, et puis qu'il profite de ce gros match annoncé à Day One pour un peu sortir sa tête du loup. Ouais, on va voir ça très bientôt. Allez, on arrive au numéro 1, mon papy. C'était Brock Lesnar, tout simplement, le moment de l'année. C'est Brock Lesnar qui revient à SummerSlam en 2021 en mode bûcheron canadien. Papy, bon, écoute, ça faisait partie des gros moments de l'année de toute façon, donc c'était pas étonnant que ça soit nommé. Ça arrive direct à la première place. Alors il va y avoir tout un package vidéo hein, autour de ça. Hein. Tout ce qui se passe entre Reigns, la Bloodline, Paul Heyman, Brock Lesnar, hein, c'est un peu toute la rivalité qui va nous être résumée, plus le moment phare avec le segment de Brock Lesnar qui revient à SummerSlam, plus le segment de Brock Lesnar dans le dernier SmackDown, là où il a fait fort. Donc là, on tourne en plein entre les deux behemoths là, de SmackDown, Brock Lesnar et Roman Reigns, sachant que Roman Reigns est à 482 ou 3 jours, quelque chose, je crois, de règne, et que Brock Lesnar a détient le record avec 504 jours. Donc là, il y a vraiment grosse confrontation à WWE Day One, mon papy. Donc pas étonné spécialement que ça soit que la WWE ait choisi Brock Lesnar en number one. Bah là pour le coup, on n'est plus dans le best-of, on est à la construction
du match du lendemain. Pour moi, c'est purement tactique. T'as remis ce match-là en numéro 1 top 10. C'est même pas un match. D'ailleurs, c'est un segment post-match. Bah voilà, c'est un peu de go-home show. Voilà, il aura comme fait office de go-home show ce SmackDown. Ouais, un petit peu. Il aurait, ouais. Mais oui, bah, de toute façon, ça aurait été parsemé tout au long de l'épisode avec les vignettes annonçant les matchs, etc. On revient sur les rivalités, on rappelle de pourquoi ils vont se rencontrer à Day One. Donc non, tout ça c'était bien emboîté. Moi, je trouve que ça c'est du boulot que la WWE maîtrise à la perfection. Donc ils savent faire ces fameux packages vidéo et c'est toujours ça l'heure et demie passe très vite. Et ça permet, bah voilà, surtout à des vieux comme nous, hein, mon papy, de se rappeler, ah c'est vrai, il s'est passé ça au fait. Hein. Mais Oh, tiens, oui! j'avais complètement oublié ce truc-là. Bon, mon papy, donc du coup, on se retrouve au moment du top flop note. Oui. C'est un peu compliqué de mettre un top flop note sur un épisode comme ça. Est-ce que on peut, je sais pas si, je Si, sais pas moi, comment tu te sens. Si t'as une j'ai proposition, je suis à l'écoute. ouais, bah, j'avais pensé à un flop, du coup, quand même, assez facilement. On va le mettre à Nakamura. Ouais, Voilà. mais tu sais quoi? Ah mais ouais, ah bah de toute façon il a pas fait partie des moments les 10, mais ouais vas-y je voulais en parler, mais en fait t'as bien fait, vas-y t'attaques. Ah vas-y, attaque le sujet. Mais oui, on va mettre le flop à Nakamura, bon, alors, c'est bien, c'est qu'en fait, dans la vignette d'annonce de la WWE en disant attention, ça sera chose spéciale best-of, et du coup, sur l'image, de mémoire, ils mettent Roman Reigns, enfin, ils mettent un peu de champion de SmackDown. Donc, t'as Roman, t'as Charlotte, t'as les Usos, et puis t'as Nakamura. Et puis, bah voilà, Nakamura qui meuble dans un show best-of et un no-show. C'est à son image un peu de son année. Et donc, je pense que je ne pouvais pas terminer l'année catchesque 2021 sans mettre un flop à Nakamura. Bravo, bravo. Tu sais que j'ai eu peur, hein. Tu sais que j'ai eu peur, hein. Quand j'ai vu, il y a eu quand même un moment, un passage avec un long résumé sur la rivalité avec Happy Corbin, avec Nakamura et tout ça. Et je me suis dit merde quand même dans les 10 moments de l'année, ils vont quand même pas nous mettre Nakamura quoi. Non, et ils ont quand même Happy pris fierté. Corbin et Happy Corbin. Donc non 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 quand même heureusement c'est pas arrivé quoi. Mais bon effectivement. Donc vas-y, je te redonne la parole. Non, pas de souci. Bah, par contre, c'était un peu pour la blague, donc du coup, j'ai pas prévu de top. Top, on va le donner. Qu'est-ce qu'on donne jamais de top à SmackDown? On va le donner à euh, Cesaro. Tiens, moi je lui ai jamais donné de top cette année parce que je trouve qu'il a fait pas une si bonne année que ça, donc je vais lui donner un top quand même parce que voilà, il est chauve et c'est pas facile tous les jours pour lui. Et ma note, du coup, je donne un 2,5. Voilà, comme ça je me mouille pas. D'accord, ok. Bah écoute, moi je suis bien embêté hein, de noter un show comme ça, genre envie de rien faire du tout. Euh, Et ne fais rien, tu es de libre, rester c'est neutre, ça ouais. 2022. Parce que ouais c'est voilà j'ai regardé un best of donc du coup à la rigueur je vais juste faire le plaisir je vais donner mon top tiens à Becky pour sa présentation de ce show c'est la première fois qu'elle se livrait à un exercice comme ça finalement elle est à la table des commentaires même s'ils étaient debout mais tout au long du show et présenté au fur et à mesure je trouve elle a plutôt bien collé en plus sur le passage où on a parlé de la rivalité du match avec Edge et Rollins donc c'était assez sympa de l'avoir réagir par rapport à ça voilà, je lui donne mon top parce que c'était cool de la découvrir un peu dans cet exercice-là. Même si- et Pat McAfee, Michael Cole, ça marche bien. Hein. Pat McAfee, moi, là, je suis totalement client, donc de toute façon, ça c'était plutôt cool. Et puis mon flop, bah écoute, je voulais en parler. T'en as eu la primeur, mais effectivement, c'est cette peur d'ailleurs que j'ai eue avec Nakamura. Vraiment. Je crois, papy, qu'on est tous derrière Sami Zayn cette nuit. Allez, Samy! Et allez Samy, toute la France est derrière toi en tout cas. Et vraiment, vraiment, ouais, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Mais on aura l'occasion, peuple de catch-up, de reparler de l'ami Nakamura, pas plus tard que tout de suite, puisque on va pouvoir parler avec vous des pronos de Day One. Alors, j'ai la carte? Oui, j'ai la carte, j'ai tout. On a eu quelques votants, mais comme on enregistre tôt, exprès, on n'aura pas eu beaucoup de monde, mais avec le peu qu'on a, on va pouvoir faire. Alors, mon papy, je te propose qu'on enchaîne direct. Ricochet, WWE Day One. Ricochet, Cesaro, en pré-show.
versus Sheamus et Ridge Holland. Et oui, donc le match, je ne regarderai pas. Je vais quand même, du coup, sans grande passion, voter pour aller, on va dire, Sheamus et Ridge Holland en se disant que Ridge Holland, il débute, il y a peut-être une victoire, mais bon, c'est pas ouf, hein, comme pré-show. Ça sent le pré-show pour remplir la carte. Ouais, alors bah du coup tu fais un peu équilibrer la balance vers la paire Ridge Holland Sheamus, puisqu'il y en a deux, sur les quatre qu'on pu voter déjà là, il y en a deux qui ont voté Sheamus, Ricochet, Cesaro, en l'occurrence moi et Kyrias. Voilà, j'annonce. Arrêtez Et, avec les Cesaro, c'est des losers. et Zigote et Gino la main froide ont voté pour Sheamus et Ridge Holland. Voilà, des vrais connaisseurs. Voilà. Allez, allez, on va faire la carte un peu, voilà, la carte dans le désordre. Hein. Drew McIntyre versus Madcap Moss. Oh, ou alors là, celui-là, pareil, c'est un peu nulle part. Bon, on va quand même espérer que Drew explose la tronche de Madcap Moss. Comme je l'ai souvent dit dans ces SmackDown, depuis qu'il a à SmackDown finalement avec Drew, là, t'as vraiment l'impression qu'il est avec le frein à main en permanence pour pas être trop vite trop près pour Roman Reigns. Alors ça, on verra, ça se trouve, il va jamais l'affronter, mais bon, je serais comme très étonné que ça finisse pas comme ça. Madcap Moss à côté, c'est du menu fretin, donc il va se faire bouffer tout cru, j'espère. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Enfin, en tout cas, je n'imagine pas une autre issue pour le bel homme que la victoire. Et je crois que c'est unanime. Tout le monde a voté pour Drew. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà, c'est du 100% au niveau de la cote. Voilà, il y a pas, vous gagnerez pas beaucoup d'argent avec ce match. Allez, ensuite, on va voir Shinsuke Nakamura versus Sami Zayn pour le titre intercontinental, mon papy. Hashtag allez Samy. Hashtag allez Samy pour tonton aussi. Et hashtag allez Samy pour l'intégralité du Catch-Up Universe, je crois. Euh... Ouais. Alors on me demande si je suis sûr que ça soit sur la carte. J'ai été revoir et effectivement le match est annoncé. Donc pour moi officiellement Ah, il y est. il faut, non, Ah, il arrêtez là. faut, ouais, Franchement, c'était insupportable. Faut arrêter avec ça. J'avoue être un peu dur de temps en temps avec Nakamura, mais là, même en toute objectivité, c'est le pire champion intercontinental qu'on ait eu depuis des années, quoi. Là, c'est vraiment, il faut qu'il fasse autre chose, là, qu'il aille dans la Tag Team Division s'amuser avec Rick Books. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais là, il faut vraiment arrêter la blague. Une ceinture qui soit aussi mal valorisée et aussi mal gérée, c'est un scandale. Ah, je te confirme, je te confirme. Je n'en jeterai pas plus. Allez, on va rentrer tiens, dans les tag teams. RK Bro versus Street Profits. Bah, je vois mal les RK Bros perdre contre les Street Profits en fait. Donc, en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, ce sera depuis un an, ce sera la première fois qu'on verra les Street Profits en pay-per-view ou pas loin, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont jamais allés de 2021. Je vérifie quand même leur vitesse. Si, ils en ont fait un. Pardon, c'est moi. Ils en ont fait un à la toute fin. Mais voilà, donc bah, c'est assez rare de voir les Street Profits. Mais j'espère plutôt voir du coup les RK Bros s'imposer. Bah, écoute, moi aussi, moi j'ai voté pour les RK Bro et en tout cas sur les quatre votants qu'on a eu, tout le monde pour l'instant voit les RK Bro aussi. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espoir pour les Street Profits. Bah, en fait, il y a Euh, beaucoup de gens qui s'attendent, parce qu'ils nous ont un petit peu mis l'eau à la bouche avec une possible équipe Rollins, Owens à Raw ces dernières semaines. Et donc du coup, si tu te dis s'ils vont en équipe, bah il faudra avoir une équipe de folie en face. Et du coup, bah moi j'ai plus envie que ce soit les RK Bros, quoi. ouais, c'est possible. Ouais. Je suis d'accord. Allez, autre match de tag team, cette fois-ci du côté du merveilleux monde du show bleu, les Usos versus les New Day. Là, il y a bagarre. Il y a bagarre pour plusieurs raisons, parce que déjà, au bout d'un moment, on est comme le Nouvel An, donc j'imagine comme qu'il faudra des prises de titres marquantes par des faces. Est-ce que ça peut être le New Day, un nouvel an, un nouveau Day versus le Day One des Usos? Allez, on va dire les New Day pour dire qu'on démarre sur une nouvelle année à SmackDown et peut-être qu'ils vont démarrer sur une année où ça sera un peu plus compliqué pour la Bloodline.
Alors moi je te rejoins aussi, je pense, moi j'ai voté pour les New Day, pareil, je pense que c'est les New Day qui vont gagner le titre, ça se rejoint aussi avec ce qui va se passer dans le main event, mais on en parlera un petit peu après. Euh, Pas forcément que je sois super fanat à l'idée que les New Day reprennent à nouveau le titre tag team, mais après tout ça reste quand même la plus grande équipe de la WWE, avec justement les Usos, là on a un All-Star match quelque part, même si c'est un match qu'on connaît bien. Mais pourquoi pas effectivement là un passage de règne sur le New Day, puis après une peut-être transition vers un peu d'autres équipes et qu'on voie un peu d'autres choses à SmackDown cette année en 2022, ça serait pas mal parce que finalement on commence l'année 2022 dans la tag team avec Uso versus New Day qui est dorénavant quasiment un classique instant. Donc j'aimerais bien passer un peu à autre chose, mais je n'ai pas de doute sur la qualité du match et je vais donner les Usos. Les Usos, alors écoute, là c'est plus partagé pour le coup, donc Gino la main froide donne les Usos, Ziggott donne les New Day, et Kyrias il donne les Usos. Donc tu vois, voilà, c'est assez partagé. Ouais, parce que c'est deux grandes équipes et que quelque part, quel que soit le vainqueur, tu te dis que ce sera un beau champion. Donc, assez tranquille là-dessus. Et du coup, c'est peut-être tellement une opposition qu'il peut raconter n'importe quelle histoire dans n'importe quel sens, ça passera. Donc, effectivement, on plonge dans l'inconnu. Allez, match sans ceinture, single match, mais pour l'honneur, Edge versus The Miz, mon papy. Eh ben, on va dire le mise. Le mise avec l'intervention de Maryse, qui justifiera l'intégration de Beth dans l'histoire, parce que j'ai beaucoup de mal à ne pas l'imaginer catcher de nouveau, à moins qu'elle ait vraiment décidé de prendre du recul. Mais pour moi, enfin, je vois pas l'intérêt sinon d'avoir un Miz versus Edge en rivalité, sauf pour faire reprendre tout doucement Edge, quoi. Donc non, on va miser sur le Miz. Ouais, bah tu vois, bah pour le coup, moi je vais miser le contraire, puisque moi je pense que c'est Edge qui va gagner. Je pense que il va y avoir une continuité de rivalité, etc. Mais que la première manche va revenir aux Canadiens. Et effectivement, avec l'arrivée de Beth Phoenix à terme, de toute façon. Mais moi, j'envisage plutôt la victoire du Canadien dans ce match-là. Euh, du côté de nos amis, bah écoute, Zigot il voit Edge, Gino il voit le Miz, comme toi, Kyrias il voit Edge. Donc c'est assez équilibré, c'est assez équilibré. Bah, c'est plutôt pas mal pour le suspense du match en lui-même. Allez, on rentre dans les matchs avec ceinture en single. Et donc là on va commencer avec les femmes. Becky Lynch versus Liv Morgan. Et ben de la même manière que j'ai fait un hashtag Samy, je vais faire un hashtag Becky, parce que je ne veux absolument pas que Liv Morgan soit championne. Je pense qu'elle n'a pas le niveau. Peut-être qu'elle l'aura un jour, mais là, à la manière de Nikki ASH, je pense que ce serait une idée affreuse. À ce point-là, t'es si abattu par Liv Morgan quand même. Je te trouve un peu, je te trouve dur quand même avec elle. Bah, parce qu'en fait, je considère que le titre de champion du monde féminin est l'égal du titre de champion du monde masculin, qui donc il Ah, doit appartenir à des personnes qui soient prêtes à gérer le haut niveau, à tenir le micro, tenir des segments complets tenir des fils rouges de show, faire des main events. Et Liv Morgan, elle est mignonne, elle est sympa, elle a l'air de s'impliquer, elle y met du cœur, mais pour moi, elle est pas du tout championne matérielle, quoi. d'accord, ok. Bon, écoute, j'ai la nette sensation que sur ceux qui ont eu le temps de voter dans le Discord te rejoignent. Moi, je te rejoins aussi sur le fait de la victoire. Effectivement, je vois vraiment pas Becky perdre face à Liv Morgan sur ce pay-per-view là. Liv Morgan, effectivement, m'apparaît à moi aussi comme green, mais j'ai plus confiance en l'avenir et je pense que là, elle est en plein apprentissage. Et bon, ça va passer par de la douleur parce que je pense que Becky va, va être sévère ce samedi soir. Donc écoute, pareil, un match pas trop mal, même si, bon, moi, vraiment, mon regret, là, j'aurais aimé revoir Bianca Belair, quoi. Et qui, pour moi, Bianca Belair a tellement tout explosé en 2021 que j'aurais aimé la voir. Et elle a été écartée, finalement, mise un peu en mid-card, là, sur la fin d'année. Et bon, bah, pourquoi pas, quoi. Mais en tout cas, c'est pas mal. Ça donne, moi, ce que je trouve plutôt pas mal chez les femmes, que ça donne une affiche un peu inédite. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Au moins, ça, c'est sûr que c'est inédit, mais j'espère que ça le restera inédit et qu'on reverra pas Liv Morgan tout de suite en main event.
Voilà. C'est pas pour être méchant avec elle, mais tu parlais de Bianca Belair. Quand t'as des house shows, des machins, tout ça, c'est pas Liv Morgan qu'ils envoient sur Becky, hein. C'est Bianca. Donc, elle est pas là à l'écran parce que, bah, comme pour Drew, je pense, ils la gardent pour la road to WrestleMania. Enfin, en tout cas, je serais très surpris que ce soit pas ça. Et je pense que ça serait une erreur de ne pas capitaliser sur le fait qu'elle soit énorme en ce moment. Liv Morgan, voilà, quoi, c'est pas du tout le même calibre. Peut-être un jour ça le sera, mais pareil, tu dis elle est jeune, tout ça, je suis d'accord, elle est encore assez jeune. Ça fait quand même un paquet d'années qu'elle est là maintenant, Liv Morgan. Et on a vu Sept d'autres ans. filles exploser en moins de temps quand même, hein. Moi, je la compare souvent à Alexa Bliss parce que j'ai l'impression qu'elles ont fait un peu le même parcours, notamment côté NXT, où elles étaient toutes les deux des low mid cardeuses. Euh, Alexa Bliss, elle a plus vite explosé dans le main roster que Liv Morgan. Ouais, ouais, oui. Alexa Bliss, elle a un personnage beaucoup plus construit aussi, je pense, quoi. Je sais pas. Et puis, elle est dans le main roster depuis quand même beaucoup plus longtemps, dorénavant, Oui, que Liv mais Morgan. Tu vois, il y a un petit ce peu que je veux de. dire, c'est que Il y a une Liv marge, Morgan, il y a une marge quand même. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais je compare pas l'Alexa Bliss de maintenant. Je compare l'Alexa Bliss de peut-être Oui, 2 oui, ans oui, après son oui. arrivée versus Liv Morgan depuis, ça fait quoi, ça fait 3 ans maintenant qu'elle est dans le main roster? Je saurais même pas dire. Ouais, ça doit faire ça à peu près. Non, mais je comprends ton raisonnement. Ouais, de toute façon, ouais, c'est tout à fait ça. Donc, ça passe. Après, ton raisonnement, de toute façon, comme le mien, quoi qu'il en soit, il rejoint tout le monde parce que personne ne voit Becky perdre à Day One. Allez, on attaque pour les deux derniers matchs. Les deux derniers matchs pour les ceintures mondiales, hein, celle de Raw et celle de SmackDown. On va commencer avec le vaisseau amiral, le show rouge. Un fameux Fatal 4-Way. Biggie versus Seth Rollins versus Kevin Owens versus Bobby Lashley. Ça va envoyer du pâté, ça j'espère. Ah oui, là, j'espère. Alors, j'espère surtout que les quatre seront aptes. Oh oui, bah déjà ouais, c'est l'inquiétude Euh, aussi, ouais. Pour l'instant, il euh, y a rien, hein. Ouais, là j'ai checké un peu ce matin là, tu vois, ouais, les annonces de la WWE sur Twitter et tout ça. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, on croise les doigts, mais pour l'instant, les quatre semblent être toujours déclarés aptes. d'accord. Parce que moi, j'ai écouté votre review avec Raphaël hier de Raw et quand j'entends que SF et Lashley et Biggie étaient absents, Eh oui. je me dis ouf, 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 ouf. Faut espérer qu'ils soient tous remis pour Day One. Mais c'était pas super rassurant. Non. S'ils sont remis, alors on va être optimiste, c'est la nouvelle année, on a confiance. Ils vont tous être rétablis et dans ces cas-là, on s'annonce un gros match. Le vainqueur, moi je j'ai le sentiment que à un moment, Lashley va passer face et ce sera le face de Raw. Je pense qu'il va supplanter Biggie. Je pense même que ça pourrait faire péter un câble à Biggie. Parce que Lashley, Il y a Jay Styles qui arrive en ah, il y a gros Jay face Styles, aussi là. j'ai oublié Jay Styles dans On a, les. on a un gros face qui débarque en début d'année 2022 à Raw là, hein. C'est vrai, je l'ai oublié. Mais Lashley, là, quand il a fait ses 3 matchs qualificatifs pour ce pay-per-view, t'avais plus qu'à fond dans le truc, il s'est mis un petit peu à taper dans les mains, tout ça, puis tu vois que les gens suivaient. Le dernier Raw que j'ai vu, il refusait, enfin, finalement, il se mettait un peu de distance avec MVP, puis en même temps, il était plutôt soft. Il a fait équipe avec Biggie. C'était le mec qui venait faire le clean house avec Biggie en face en péril. Donc Lashley, je le sens bien. Est-ce que du coup, il prendrait tout de suite le titre? Je ne sais pas. Je me demande si ça va pas être un truc genre Lashley fait tout le taf dans le match et à la fin, Biggie tire les marrons du feu pour bah, justement acter un peu le changement de position de ces deux personnages-là. Donc je vais tenter Biggie conserve, mais là, franchement, c'est vraiment pas sûr du tout. Eh ben, écoute, j'aurais pas pensé ça parce que moi aussi j'ai pensé la même chose. Moi aussi j'ai voté Biggie, mais je sais pas pourquoi je sens que Biggie va conserver, qu'il va se passer quelque chose avec Rollins et Owens par rapport à eux deux, et que Bobby Lashley va être loin d'être écarté par rapport à cette défaite-là, et que au contraire il va revenir très très fort. Je pense qu'il va y avoir un twist au cours de ce match-là, Bah, moi aussi. et ce twist va permettre la victoire de Biggie et va permettre vraiment l'installation de Bobby Lashley en babyface, qui le mérite énormément parce que moi je trouve que ça fait partie de la méritocratie du catch, ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un mec qui aura été longtemps heel et tout ça va passer babyface parce qu'il aura eu telle évolution dans son parcours.
et que à ce moment-là, ça lui permet d'être over auprès du public et que du coup, je pense que pour les catcheurs, en plus, c'est vraiment agréable de commencer à bosser en babyface en se disant que ouais, ok, c'est cool, là j'ai vraiment l'apport du public. Et je pense que c'est ce qui manque à Bobby Lashley et il lui faut que la WWE trouve un moyen de faire un turn de qualité et que Bobby Lashley, pour moi, mérite ce face turn. Et donc allons-y gaiement. Et c'est pour ça que du coup, je garderai Biggie champion. Même si ça peut paraître étrange, puisque ça fera un alignement avec un Bobby Lashley champion également. Mais Bobby Lashley, il est tellement terrifiant, il fait tellement peur ce garçon, qu'on se dit que même en face, de toute façon, s'il a envie d'aller prendre le titre, il va aller prendre le titre. Et puis le pauvre Biggie, j'ai bien peur qu'il en a pas fini avec les matchs à plusieurs. Ah, on verra, on verra. Et attends, moi j'ai fantasy booking de ouf. Là, je vais faire un peu mon Raphaël. Et si MVP prenait Biggie à la place de Lashley, parce qu'ils Oh vu qu'ils là. prennent un peu leur distance, hein? Ah ouais, là, un turn de Biggie, carrément, là, un turn de Biggie qui viendrait évoluer dans le Hurt Double Business. turn, moi j'annonce. Ouais, parce que Non, et MVP, qui je le vois quitterait pas le passer New vite. Day et tout, quoi. Oh là, là, Le New tu Day vas contre loin, là. SmackDown, donc ils peuvent se quelque part ils peuvent se séparer un peu et puis faire leur Oui, vie. C'est moins embêtant quand s'ils étaient tous les trois dans le même roster, ça aurait été plus embêtant. Là tu peux, bah il suffit juste qu'ils se croisent pas quoi. Et puis ça ira tout seul. Je sais pas. J'ai un pressentiment. ok, bah écoute, on va rester sur ce pressentiment, et puis on va parler du dernier match de la soirée, qui sera, à n'en pas douter, le main event. Même si le Fatal 4-Way aurait mérité d'être un beau main event aussi, mais là je crois que vu la magnitude des deux stars qui sont dans le main event, on n'y échappera pas. C'est tout simplement Brock Lesnar face à la tête de la table, face à Roman Reigns, mon papy. Ouais, alors est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse avant ce match-là parce que du coup ça me fait penser que on n'a pas de match pour le titre suprême féminin de SmackDown vu qu'on l'aura eu au 24 décembre avec une victoire de Charlotte sur Tony Storm. Il me semble avoir lu que Tony Storm s'en allait du coup Ouais. immédiatement après avoir perdu ce match-là. C'est un peu bizarre Elle cette a- affaire, non? Ouais, je sais pas, c'est elle qui a annoncé, hein, qui a quitté la WWE. Moi, je t'avoue que j'ai pas eu plus d'infos que ça là-dessus. J'ai pas été lire particulièrement des infos là-dessus. Le seul truc que j'ai entendu au départ, c'est que c'est elle hein, qui a demandé à partir. Donc, c'est elle qui a demandé la release. Donc, écoute, je sais pas. D'accord, bon bah on va pas dire plus si on ne sait pas plus. Je suis juste un peu surpris de voir quelqu'un qui demande sa release. Alors qu'elle a eu une chance pour le titre, parce qu'en plus j'ai l'impression que ça démarrait, c'était pas encore le top top, mais ça démarrait plutôt pas mal quoi, ce Ouais, coup doucement, de Toni doucement. Storm, hein. Pour une débutante comme ça, c'était pas mal l'exposition qu'elle avait. Par rapport à Liv Morgan, justement, moi je trouve ça plus sympa, je la sentais plus capable, mais bon, c'est surprenant. Allez, du coup on revient sur le match. Et ben moi je vais tenter la grosse cote. Enfin, je sais même pas si c'est une grosse cote, mais je vais tenter Brock Lesnar vainqueur parce que pour deux raisons. C'est que d'une part, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de stipulation, et donc du coup, ça peut aussi me couvrir avec un vainqueur par disqualification. Euh, et que surtout, bah, Lesnar a déjà perdu le dernier match contre Reigns. Et puis il est tellement over the top que j'ai du mal à le voir reprendre une défaite en fait. Ou alors c'est vraiment Reigns c'est invincible. Je suis pas certain qu'Arène Invincible ce soit si intéressant à suivre. J'en ai beaucoup parlé, mais moi euh, autant j'aime bien la storyline de la Bloodline, autant les matchs de Reigns au pay-per-view ils sont toujours bons, mais à la fin c'est toujours Reigns qui gagne et le mec qui s'est fait rouler dessus, bah il disparaît finalement du main event. Hein. On les a tous, ils ont tous disparu là, les Cesaro. Bon, Brian, c'est parce qu'il a dégagé, mais qui c'est d'autre? Il y a eu Finn Balor, on n'en parle plus. Donc moi, je suis un petit peu. Owens a aussi eu sa traversée du désert après sa rivalité avec Roman Reigns. Voilà, donc moi j'ai un petit peu de mal avec ça. J'aimerais bien qu'on chamboule un peu tout. Donc au pire par DQ, j'aimerais bien que Lesnar gagne. Lesnar, eh ben écoute, c'est assez partagé. Écoute, moi je donne Lesnar par rapport au fait que je pense que ça va pas être la soirée de la Bloodline. Et voilà, comme j'ai dit que les Usos perdaient face au New Day, je vois bien Roman Reigns perdre le titre également. Je pense parce que aussi ils veulent pas peut-être briser le record de Brock Lesnar pour l'instant. Il sera arrêté juste avant.
notre Roman Reigns. Ils ont peut-être aussi besoin de le faire souffler. Il a peut-être besoin aussi lui de se régénérer, surtout dans des temps un peu troublés. Donc moi j'ai du mal à croire quand même que Roman Reigns va garder son titre. Ça me paraîtrait assez étonnant. Mais bon, je donne Brock Lesnar vainqueur. Du côté de nos camarades votants, il y avait Zigot, donc Zigot, lui, il a donné Lesnar aussi. Et Gino la main froide, hein, donne Roman Reigns. Hein. Voilà, je suis assez partagé sur ce match. Je donne Brock Lesnar sans être voilà fou. Par contre, j'espère, voilà, ma grosse attente, papy, en fait, au final, hein, là-dessus, hein, c'est qu'on ait un match d'une magnitude là, un truc mais énorme. Ouais, qui casse tout là. On a besoin d'avoir un truc vraiment spectaculaire où voilà, on en prend plein les yeux et qu'on s'éclate un peu quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Voilà, on veut avoir, comme on commence l'année avec un pay-per-view de la WWE pour nous fans de catch, quoi. C'est quand même un beau cadeau de Noël, un beau cadeau du jour de l'an. Et du coup, quand même, je trouve que la carte a de la gueule. Et ça s'annonce quand même assez sympa. Et bah voilà. Et bah écoutez mes amis, ainsi s'achève la dernière review du dernier show de l'année 2021 à la WWE. Rendez-vous pour la review de WWE Day One dont on vient longuement de parler. Rejoignez la communauté Catch-up sur Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. YouTube, likez, commentez et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, @catchupcdc. Voilà mon papy, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Euh, J'en ai rien oublié, toute la promo est là. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team gériatrique of the day. Merci mon bon papy d'avoir été présent, solide au poste pour la toute dernière de cette année 2021. Et merci pour l'invitation, tonton, pour cette dernière. Je suis heureux de l'avoir pu la partager avec toi. Et puis, bah, rendez-vous à Day One pour on l'espère, un nouveau, un nouveau truc vraiment très sympa à suivre. Et puis que la WWE continue de nous gâter à fond les ballons, quoi. Ah bah clairement on espère. C'est une belle période comme j'aime à dire souvent. Une belle période pour les fans de catch. Profitez-en. On vous souhaite une joyeuse année 2022 à tous. Euh, je fais un big up à tous les gens sur Twitter. Là, on a envoyé pas mal de choses. Là, on a reçu pas mal de messages, etc. Donc, merci à tous. On va vous répondre incessamment. Surtout, restez à l'écoute pour les reviews de WWE Day One, les weekly à venir, et puis surtout, l'émission of the year hein, de Catch Up, l'émission la plus attendue, mon papy, hein, quand même, hein, dans le podcast game. En l'occurrence, les Awards Catch Up 2021. Ça va envoyer du très très lourd. La date vous sera donnée bientôt quand on sera organisé un jour peut-être. Mais oui, ça va tomber. Et attention, surtout écoutez là, parce qu'il y aura de la controverse, je l'annonce. Là, il y aura de la bagarre, il y aura tout ce qu'il faut. Parce que là, il y a des avis très opposés, je pense. C'est parfait. En plus avec le nombre, du coup ça va donner une émission dense et c'est bien là tout l'essentiel. Allez, ainsi s'achève cette review du SmackDown du 31 décembre 2021. Peuple de catch-up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton, salut à tous et bonne année! Bonne année à tous. Salut peuple de catch-up. On est inondé de messages. Ah ouais, Millions and millions. ça fait plaisir quand même, hein. Et est-ce qu'on a eu un petit message de Shinsuke pour nous remercier de l'avoir cité quasiment à chaque review? Arigato, papy. Ouais, même ça, il fait pas, cette feignasse.